de, de commencer. Notre débat s'intitule 2026, les services publics locaux en première ligne. Cette formule n'est pas qu'une image. Elle traduit une réalité au moment où l'État central s'est montré parfois, souvent défaillant. Nous l'avons vu notamment lors de la crise du Covid. Ce sont les communes, les intercommunalités, les départements, ces collectivités de mission qui ont assumé la continuité des services publics essentiels. On se souvient de la distribution de masques, de la construction de centres pour les dépistages puis les vaccinations, de l'accompagnement des personnes âgées ou isolées. Le service public local a été à la hauteur et pour beaucoup de Français le premier rempart face à la crise. Il a été ensuite quand à la suite de la guerre en Ukraine, l'inflation a frappé les ménages et le pouvoir d'achat, où dans beaucoup de collectivités, via notamment les centres communaux d'action sociale, l'amortisseur social à l'échelle des communes a fonctionné. Ces services ne sont pas marginaux, ils structurent notre quotidien. Philippe Rio le soulignait il y a 2 jours lors d'un débat sur l'importance des maires. Près de 2 millions même d'agents territoriaux travaillent chaque jour dans nos communes et intercommunalités. Les 34 000 communes de France et leurs intercommunalités portent des services concrets, écoles, eau, propreté, transport, actions culturelles, sociales, éducation, j'en passe. Les cantines scolaires à elles seules servent plus d'1 milliard de repas par an, faisant d'ailleurs de la France une exception en Europe dans cette possibilité d'accéder à un repas de qualité par jour pour des millions d'enfants. Et je le soulignais tout à l'heure, à travers cet outil que sont les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ce sont chaque année des millions de personnes qui sont reçues, accompagnées, aidées, notamment évidemment les familles les plus fragiles. Mais le service public local, ce n'est pas seulement une affaire de gestion, c'est sans doute d'abord une affaire de choix politique, de choix d'égalité d'accès, de choix de solidarité, de choix de proximité. De choix aussi de pouvoir construire des nouveaux droits au logement, à l'éducation, à une alimentation de qualité. C'est aussi là que s'organise une résistance à la marchandisation de nos besoins fondamentaux et aussi à une approche clientéliste ou consumériste. La question que nous posons aujourd'hui dans ce débat est donc centrale, alors que nous sommes à 6 mois des échéances municipales et intercommunales. Le service public local est-il encore perçu comme un bien commun, approprié par les citoyens, ou tend-il à être réduit à une simple prestation de consommation? Et comment, à l'horizon de cette échéance de mars 2026, il peut redevenir un moteur de transformation sociale, écologique et démocratique? Pour en discuter ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir 3 élus aux expériences et aux regards complémentaires. Amandine Demore, qui est maire d'Échirolles depuis 2 ans, une jeune maire. Anne Vigneault, qui est maire de Besançon et présidente de la métropole du Grand Besançon. Et Vincent Bouget, qui est conseiller départemental du Gard, conseiller municipal et conseiller communautaire de Nîmes. La première question que je voulais vous poser à chacun d'entre vous pour introduire ce débat, c'est cette expérience récente du Covid, puis de la lutte contre l'inflation. Qu'est-ce qu'elle a révélé pour vous sur la force et les limites du service public local? Qui se lance? Amandine? Je veux bien me lancer parce que l'expérience du Covid a été quand même très très parlante, où vous le rappeliez, les communes ont géré les masques que l'État n'a pas su gérer, ont géré les centres de vaccination, mais pas que, parce que j'ai un sujet en tête, c'est la distribution alimentaire. Les distributions alimentaires qui ont été mises en place dans beaucoup de communes, et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vu le niveau de pauvreté qui s'aggrave dans notre pays, nous, typiquement à Échirolles, on n'a encore pas arrêté, et au contraire, on a développé ça en lien, toute proximité avec les habitants, et notamment les associations d'habitants qui nous accompagnent là-dedans. Donc, sur le sujet bien commun ou consommation des services publics, c'est extrêmement important de travailler ça
de porter nos services publics en proximité avec les habitants et les habitants notamment engagés dans le milieu associatif. De votre côté, sur le regard du Grand Besançon et de Besançon? Alors de toute façon, je vous rejoins. Il y a effectivement un certain nombre de services qui se sont renforcés. La distribution alimentaire est vraiment de plus en plus importante et significative d'une rupture et donc d'une crise sociale qui est absolument ancrée, il faut le dire. Sur la réponse à apporter, à savoir si le service public peut être perçu comme étant un bien commun ou un bien de consommation, il est vrai qu'on aurait tendance à imaginer avoir peut-être effectivement une attente, une exigence de plus en plus importante de la part d'un certain nombre d'habitants. Et pour éviter ça et pour qu'on soit dans une meilleure compréhension, nous avons développé beaucoup de démocratie participative, de façon d'impliquer et d'investir du coup nos habitants dans les choix que nous faisons pour que justement ils perçoivent que c'est bien un bien commun et que le consommer pour le consommer perdrait complètement son sens et surtout on irait dans le mur puisque financièrement ce serait compliqué. Donc là, c'est des choses que nous avons mis en place à tous les niveaux, que ce soit au niveau social, au niveau culturel, au niveau sportif, etc., pour que chacun comprenne que même que quand on plante un arbre, eh bien, c'est un investissement. Et par contre, ça a aussi l'avantage d'être un moteur économique. Vincent Bouget, alors vous avez un regard un peu différent en tant que conseiller départemental, en plus de votre mandat d'élu municipal d'opposition. Pour le coup, comment vous appréhendez cette question du service public? Bon, c'est une question qui est large et je pense que c'est important de la replacer sous l'angle politique et pas que sous l'angle de la gestion, parce que je pense que c'est un outil à la fois essentiel pour ceux qui travaillent l'émancipation humaine de trouver ces espaces qui échappent aux pressions ou qui résistent aux pressions des intérêts financiers qui sont de plus en plus agressifs sur nos collectivités, sur nos communes, de plus en plus présents, organisés. Et dans le même temps, c'est un enjeu politique aussi pour ce que disait ma collègue, mes collègues, c'est la question de la démocratie. Et je crois aujourd'hui que la nécessité, si on veut reconnecter un peu les services publics qui peuvent être malmenés, et moi je le vois dans une ville de droite, alors je n'ai pas les exemples peut-être aussi positifs que vous avez, même si après le service public est maintenant quelque chose de reconnu par tout le monde, et encore plus après le Covid. Mais on a besoin sans doute de reconnecter la population à cette question des services publics. Et donc, je crois qu'il faut toujours partir des besoins des populations, avec deux risques pour les collectivités, à mon sens, qu'elles soient les communes ou les départements. C'est le risque de dire c'est pas moi, c'est les autres, donc je peux rien faire. C'est pas ma compétence, donc je ne peux rien faire. Et ça, c'est un risque qui manifeste l'impuissance d'un élu. Et je pense que pour la population, ça peut être compliqué. Et j'imagine que sur les questions, je sais qu'à Échirolles, c'est important, les questions de sécurité, notamment au vu des compétences de l'État. Quand on dit c'est que la faute de l'État, ben, en même temps, ça marche pas parce que la population, elle n'est pas là pour... voilà. Et puis voilà, ce sentiment de dire que c'est pas la bonne porte, bon, ben, ça déconnecte aussi derrière aux politiques. Donc voilà, les services publics, c'est un enjeu politique et puis il faut les travailler comme vous le faites, je pense, avec les populations. En tout cas, c'est l'ambition que nous, on a à Nîmes. Pour rebondir justement sur l'interpellation de Vincent Bouget, comment on gère, Amandine Demore, la question de ce périmètre de mission qui est peut-être un peu technique, mais qui consiste à pouvoir répondre à la demande. Et en même temps, est-ce qu'on a les moyens, notamment budgétaires, de pouvoir élargir le champ du service public communal ou intercommunal? Je rebondirai déjà sur cette question de sécurité auquel j'ai envie de répondre parce que oui, les habitants ne comprendraient pas que leur maire leur dise c'est pas moi, c'est que l'État, parce qu'on reste des élus en première proximité, des habitants, habitantes. Par contre, le travail que moi j'ai pu mener avec eux, c'est de les emmener avec moi sur ces questions notamment de moyens
de ce service public qui aujourd'hui est devenu essentiel pour les habitants et les habitantes. Je crois que le plus important, ça a été rappelé sur les questions de démocratie participative, c'est vraiment de porter et aujourd'hui de construire. Les habitants sont très demandeurs, les services publics avec eux. Nous, on mène par exemple 2 fois par an des assemblées de quartier dans l'ensemble des quartiers de la ville où on aborde absolument tous les sujets. Plus que les questions d'urbanisme comme ça pouvait se faire auparavant, où on allait rencontrer les habitants pour leur présenter les projets de construction, d'aménagement, mais on aborde les questions d'éducation, de culture, de sécurité, en toute transparence avec eux pour construire, et on se nourrit de tout ça pour alimenter le projet municipal. Comment vous faites à Besançon? Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre première intervention. Comment on mobilise, on embarque les citoyens dans la maîtrise, l'appropriation, voire l'amélioration de la qualité du service public? Parce qu'on sent qu'on a cette tension entre la nécessité de mieux répondre et parfois d'ailleurs d'importer des cultures, on va dire, de consommation, mais en même temps on a ce besoin de mieux répondre, mieux accueillir, mieux accompagner les habitants. Comment vous le gérez? Alors en fait, ça dépend énormément des projets qui sont concernés et des questions qui sont posées. Si ce sont par exemple des questions de réaménagement du quartier, de la mise en place d'un équipement, d'un travail autour d'une école, là on est sur, on rassemble les différents acteurs qui peuvent interagir sur cet équipement ou sur cet aménagement, et à ce moment-là il y a toute une discussion qui se met en place pour essayer de voir quels sont les usages et ce qu'on peut attendre de ces usages. Mais c'est l'occasion pour les uns et les autres d'entendre qu'en fait, une bonne idée peut rencontrer finalement des difficultés et en tout cas des complexités, ça c'est évident. Et franchement, toutes les fois, quand les habitants viennent et qu'on leur explique, non pas que c'est pas possible, mais juste qu'on va devoir aborder la complexité, ils sont très contents parce qu'ils se disent qu'ils comprennent sans doute des difficultés qu'il y a là, mais qu'il peut y avoir ailleurs. Donc ce qui est important, c'est de leur donner l'accès à la compréhension et aussi à la compréhension de qui fait quoi. Une fois, l'idée, c'est pas de dire c'est pas moi, c'est l'autre, c'est dire voilà, on est organisé de cette façon-là, et si on veut faire quelque chose, il va falloir le faire collectivement. Et du coup, allons rencontrer les uns et les autres pour faire le plus possible adhérer au projet. Alors, on parle beaucoup des habitants, mais à l'inverse, est-ce que les services, les administrations se mettent aussi facilement, parce que l'idée d'expliquer aux habitants comment ça fonctionne, mais de pouvoir faire évoluer et prendre en compte les attentes et les besoins des habitants aux administrations n'est pas toujours aisé. Et quel rôle vous avez, vous, comme élu, pour faire avancer et prendre en compte aussi ces besoins? Alors, nous, on a fait un très gros travail, justement, pour que le service démocratie participative soit aussi un service qui forme au dialogue, à l'échange, à mettre en amont, évidemment, l'habitant le plus possible dans tous les projets. C'est une révolution en matière d'avancée. Au départ, les services ont imaginé que ça pouvait retarder finalement les projets, et on se rend compte, comme d'habitude, que quand on prend un projet très en amont, on s'aperçoit qu'on va être dans les meilleures dispositions pour le faire évoluer. Mais c'est une révolution culturelle. L'autre révolution, c'est que si on veut faire ça, c'est-à-dire aller voir les habitants, on ne peut plus envisager qu'on vient juste avec la problématique d'un service. On vient avec une approche qui est forcément systémique, globale. Et là aussi, ça veut dire que les services ont été amenés à le penser globalement pour venir répondre globalement aux habitants. Alors Vincent Bouget, vous avez vécu une expérience un peu inverse à Nîmes, où notamment dans un quartier populaire qui est confronté aux difficultés du narcotrafic, je crois qu'on a carrément fermé, la municipalité a décidé de fermer la médiathèque du quartier. Oui, est-ce que c'était la réponse appropriée de faire disparaître le service public? Et surtout la culture, voilà, surtout la culture et ces questions-là. Alors moi, je dis pas que tout est simple, hein. C'est-à-dire que c'est très facile de taper sur, voilà, en disant on n'aurait pas fait ça, c'est pas bien. Et en même temps, je comprends aussi la situation des salariés de la ville, enfin des agents du service public de la médiathèque,
qui systématiquement et tous les jours se faisait contrôler par les dealers qui étaient à l'entrée de la médiathèque et dealers qui commençaient à rentrer même dans la médiathèque pour regarder ce qu'ils pouvaient faire, etc. Donc tout ça, c'était assez insupportable et je pense qu'on est aussi en devoir de protéger les agents de nos collectivités parce que ils sont pas là voilà, pour faire l'armée ni la police. Bon. Il n'empêche que c'est un aveu d'échec quand en plein milieu d'un quartier qui est un des quartiers les plus pauvres de France, hein, le quartier de Pissevin à Nîmes, c'est plus de 10 000 habitants, c'est le plus gros programme en rue de France. Bon. Et la médiathèque est au milieu, voilà, et elle est fermée, elle avait été rénovée à 1 million d'euros hein, d'ailleurs, avant par l'État notamment. Elle a dû fermer et elle sera reconstruite a priori de ce qui nous est dit ailleurs, on verra après mars d'ailleurs ce qu'il en est. Mais évidemment, c'est un aveu d'échec et on laisse le terrain et on laisse le terrain au trafic qui se développe là dans le centre du quartier même. D'autant que j'ai cru comprendre que le maire n'avait pas jugé utile de se déplacer. Oui, on a eu un mort, le jeune Fayed, il y a 2 ans maintenant, c'était en 2023, à la fin du mois d'août 2023, une balle perdue. Et effectivement, le maire, fatigué en fin de mandat, là, ne s'était pas déplacé comme il ne s'est pas déplacé très souvent dans ces quartiers-là, qui nous semblent, nous, très à l'abandon, ce qui est un peu déconnecté aussi des trafics, hein, parce que bon, les trafics, ils viennent pas, ils sont pas que locaux, ils sont liés aux grandes mafias, notamment, qui sont liées à Marseille. Mais la question de réinvestir ces quartiers et de redonner du pouvoir aux habitants de ces quartiers est une question essentielle. Je crois, après, j'ai pas votre expérience, donc je me méfie, mais je crois que d'abord, on ne peut pas faire seul, qu'il faut tirer tous ensemble, donc il faut une très bonne entente entre toutes les collectivités et l'État, et avancer ensemble et en même temps, il faut redonner confiance et du pouvoir aux habitants qui doivent reprendre la possession de leur quartier. Et pour l'instant, nous, on a plutôt des habitants qui s'enferment chez eux parce qu'ils ont peur de sortir avec des messages de détresse franchement insupportables. Ce qu'on peut aussi comprendre, vous, Amandine Demore, qui êtes confrontée à ces difficultés de sécurité liées effectivement au narcotrafic, qui est un phénomène largement, enfin voilà, qui est national et même international. Comment vous pouvez construire des réponses avec les habitants, sachant que ça n'est pas votre champ de compétence et qu'en même temps, comme vous le disiez tout à l'heure, vous ne pouvez pas répondre absent aux interpellations. J'aimerais réagir aux propos parce que il faut être attentif à tout ça et notamment aux services publics qui sont présents au cœur de nos quartiers. Et je crois que c'est pas une solution que de fermer un équipement public, c'est tout le contraire parce que on perd du terrain. J'ai l'impression que c'est la République qui recule quelque part. Nous, on a le cas sur une école maternelle avec des 3 à 6 ans. J'ai un point de deal depuis 1 an qui est aux portes de cette école. Les tentations ont été grandes de la part de certains, de me dire c'est une toute petite école, il y a 4 classes, on peut peut-être reventiler ailleurs. Mais il en est à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, où ils ont fermé l'école, effectivement. Mais on s'est mobilisé. J'ai parlé assez fortement pour leur dire que je dénoncerai, si la situation arrivait, je dénoncerai ça avec grande force. Parce que nos quartiers se paupérisent aujourd'hui. On a des gens extrêmement fragiles. Ils ont besoin du service public en toute proximité et il ne faut surtout pas reculer. Et comment on travaille là-dessus, c'est que le service public, les habitants, habitantes doivent se réapproprier l'espace public aussi de façon positive. C'est ce qu'on travaille avec les parents de cette école maternelle pour organiser par exemple des cafés des parents devant l'école chaque matin. Et ça passe aussi bien évidemment par la présence policière, police municipale, police nationale. Et c'est là-dessus où nous, on arrive à jouer notre rôle sur la question de la sécurité. Mais les services publics dans nos quartiers populaires aujourd'hui sont vitaux, sont essentiels et il faut qu'on tienne bon. Alors, on vient d'aborder la question de ces services publics qui sont un peu en résistance, en laissant un peu le dos au mur. C'est-à-dire, faut-il fermer, pas fermer, continuer de produire du service public parfois dans cette adversité. Comment on peut aussi envisager qu'il soit à l'offensive ou à la conquête, puisque historiquement,
On en parlait dans le débat il y a 2 jours avec Philippe sur l'invention du communisme ou du socialisme municipal qui passe par la création de services publics et de droits nouveaux. Quels sont aujourd'hui ces droits nouveaux, ces besoins nouveaux auxquels il faudrait que le service public local réponde en termes de mobilité? On parlait tout à l'heure de forêt, d'énergie. Voilà. Comment vous appréhendez cette nécessité peut-être de repenser, de redéployer le service public? Qui veut se lancer? Je vais bien me lancer. Les sujets sont très nombreux. On a plein de choses à inventer et aussi plein de choses à partager. Je crois beaucoup au partage d'expérience de ce qui se crée dans certains endroits et qui fonctionne pour les redéployer sur le territoire national. En tout cas, aujourd'hui, vu les situations financières dans lesquelles on plonge les collectivités, on a vécu quand même des baisses de dotation drastiques il y a quelques années. Là, c'est des baisses de subventions. On sait qu'on va nous demander là de contribuer au déficit de l'État que l'État a créé quand même lui-même. Hein. Et je rappelle une chose, c'est que les communes en France ont plutôt tendance à se désendetter, donc elles ne sont absolument pas responsables de la dette au niveau national. Et bien, qu'elles ont obligation de voter un budget en équilibre, contrairement à l'État. Oui, et puis on a l'obligation de voter un budget en équilibre, ça on leur rappelle souvent. Non, nous aussi, et c'est des contraintes. Et d'où l'importance aussi d'avoir des sensibilités politiques qui poussent ce service public, parce que la tentation peut être grande pour équilibrer un budget, de couper drastiquement dans les budgets du centre communal d'action sociale, par exemple. Nous, c'est des choses qu'on entend beaucoup de la part de notre opposition municipale. Vous avez de l'argent à aller chercher, et arrêtez finalement les aides, etc. Donc on voit aussi l'importance d'avoir des élus de gauche et progressistes à la tête des communes en France, parce que mine de rien, on prend soin de la population. Et être inventif, c'est des droits nouveaux aussi pour les agents et agentes. Nous, on avait par exemple poussé à la création d'un congé menstruel pour nos agentes. Et on a été très gentiment attaqué par Madame la préfète de l'Isère et l'État pour rupture d'égalité. Je lui ai dit, je ne vois pas quelle rupture d'égalité, parce que jusqu'à preuve du contraire, les hommes n'ont pas leurs règles. Oui. Une réaction, Anne Vigneault. Eh bien, écoutez, oui, effectivement, moi j'aurais quand même aussi tendance à dire qu'on voit l'État qui, et d'autres d'ailleurs, qui ont tendance à venir nous voir en nous disant que s'il y avait un travail qui était fait au niveau local, et en particulier intercommunal, il y aurait sans doute une meilleure optimisation des moyens. Sauf qu'en réalité, on voit derrière cette façon de travailler une façon de nous donner les compétences sans le dire. Et c'est-à-dire que nous faire porter finalement de nouveaux services publics, alors même que nous n'avons pas, par exemple, les recettes, les compensations, on sait très bien que ça fait longtemps qu'on ne peut pas compter dessus. Et donc là, il y a quelque chose qui, moi, me chagrine sérieusement, parce que du coup, on laisse penser aujourd'hui que le service, il doit évidemment exister, mais que finalement, ça serait aux communes à savoir si elles acceptent qu'il perdure ou pas. Et donc, c'est une façon de nous mettre en très grande difficulté, puisqu'ils ne nous donnent plus les moyens, et en même temps, enfin les moyens pour les services, pour les habitants, et en même temps, ils laissent penser que de toute façon, cette décision, elle dépendra de la décision du maire ou du président. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Moi, je pense que l'innovation et les nouveaux droits des services, les nouveaux droits en matière de services, ils viennent beaucoup, et je reviens sur le fait qu'il faut avoir confiance et à nos agents et à nos habitants. Et quand on est face à un certain nombre de difficultés et que pourtant nous souhaitons continuer à monter des projets parce qu'ils sont essentiels, eh bien là, nous travaillons à faire en sorte qu'il y ait peut-être d'autres façons de travailler. Pour vous dire, nous avons réuni toutes les associations sportives en leur disant, voilà,
peut-être que les subventions vont bouger encore une fois. La première chose qui est sortie de la part des clubs sportifs, c'est dire réfléchissons à mettre en commun, par exemple, le parc automobile. C'est quand même assez exceptionnel. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce que ça vient d'eux. Ensuite, à nous de voir comment on organise les choses. Et on voit que parmi les nouveaux services qu'on peut apporter, c'est aussi les accompagner dans le changement et la transformation, que ce soit les organismes, les habitants, etc. Et ça, c'est un nouveau droit et c'est une façon de se prendre en main en matière d'avenir. Vincent Bouget, Amandine Demore parlait de la question politique. Est-ce que le service public de façade, tout le monde est d'accord, c'est un peu comme la sécurité sociale ou la retraite, on est tous d'accord pour la défendre, mais est-ce que c'est encore un point de clivage, un point d'opposition, par exemple, entre droite et gauche, et est-ce qu'il y a encore des batailles politiques à mener sur ce sujet? Bon, il y a toujours des batailles politiques à mener sur ce sujet, mais globalement, et je crois que c'est le résultat aussi d'une enquête d'opinion de l'IFOP qui montre que le service public est maintenant, comment dire, c'est assez partagé dans la population. Et les dernières crises ont montré que les services publics, c'était absolument nécessaire. Et donc, dans la population, qu'on soit de droite ou de gauche, au final, on a besoin du service public et on peut défendre le service public. Après, évidemment, il y a des conceptions différentes et on le voit de façon assez accrue là, avec les difficultés financières des collectivités. Je suis élu aussi dans le département qui est un des plus pauvres de France et qui a maintenu par une gestion assez saine jusqu'à maintenant des compétences, y compris des compétences qui ne sont pas obligatoires. Moi, je suis délégué au sport et on a maintenu une politique sportive en travaillant avec le tissu associatif sportif parce que ça nous paraît intéressant. C'est pareil pour la culture, etc. Bon. Mais en même temps, ce que disait Anne, c'est très important, c'est-à-dire que l'État étrangle les collectivités et la responsabilité de ceux qui ferment les services. Alors, j'aime pas trop dire l'État, je vais plutôt dire le gouvernement de droite. Parce que souvent, l'État oui, et les collectivités... services de l'État, ils appliquent une politique. Voilà. Donc, le gouvernement de droite serre les robinets et du coup, c'est les services publics locaux et c'est les élus locaux qui portent la responsabilité de devoir fermer éventuellement. Donc, on va avoir besoin à la fois de se battre sur des moyens, de toujours politiquement porter l'idée que... Moi, je suis assez favorable aux compétences... élargie, compétence universelle, comment on appelait ça avant, je ne sais plus. La clause de compétence générale. Voilà, la clause de compétence générale, parce que c'est une action politique, ça parle de coopération aussi, et je pense qu'on va être obligé d'inventer en même temps, et c'est pas forcément plus mal, de nouvelles façons d'exercer le service public en collaboration avec le monde associatif, avec de nouvelles formes d'espace qui naissent un peu partout dans nos villes, les tiers-lieux, le lien et aussi du lien avec le secteur privé qui existe aussi, mais en gardant en tête que l'objectif, quel est l'objectif final, et puis en voyant ensuite le mode de gestion qui peut le plus être approprié, parce qu'on ne fera pas des services publics comme on les a connus nécessairement il y a quelques années. Anne Vigneault voulait rebondir sur ce sujet de la manière dont on dispense et les outils avec lesquels on dispense le service public local. Eh bien, je pense qu'il faut effectivement être très inventif en ce moment. Mais je voulais juste donner un exemple sur Besançon. Nous pensons qu'il y a aussi une nécessité d'impliquer donc nos habitants. Et quand nous mettons en place une nouvelle maison des femmes sur Besançon, avec un bâtiment, avec un investissement bâtimentaire, nous avons décidé d'ouvrir une épargne participative, une épargne solidaire. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller chercher aussi l'épargne des personnes. C'est quelque part, finalement, aller chercher dans le privé des financements. Et on a réussi à lever à peu près 700 000 euros d'emprunt, qui donc sont rémunérés, pour que, en fait, on fasse deux dynamiques. C'est-à-dire que non seulement on porte un projet significatif,
Mais on sait surtout que ce projet, il n'est pas porté seulement par les collectivités, il n'est pas porté seulement par les personnes qui sont victimes, il est porté aussi par tout un ensemble de personnes qui trouvent que ça a du sens et que c'est nécessaire sur le territoire. Donc là aussi, c'est un peu changer les rapports entre le privé, le public et l'ensemble, évidemment, il faut que ce soit l'objet de tous. De toute façon, la situation dans laquelle on est importante. Et on parle souvent de dette financière. On ne parle pas assez encore de dette sociale et de dette écologique. Alors, peut-être une réaction d'Amandine Demort. Je vois qu'il y a une demande de prise de parole. Cette idée du service public qui serait administré par des habitants, des associations, c'est quelque chose qui vous fait réfléchir Échirol? Oui, on va de plus en plus là-dessus. Les habitants sont très, très demandeurs. Moi, je le vois auprès des associations de quartier, quand je vais les voir sur les questions de quotidienneté, de proximité, ils sont extrêmement demandeurs d'être acteurs, quelque part, de l'amélioration, du suivi de leur quartier. Mais j'aimerais quand même rebondir sur la question du lien avec le privé, où aujourd'hui, oui, on va chercher du mécénat pour porter de plus en plus de projets, chose qu'on ne faisait pas avant. Nous, on a par exemple accompagné à porter un gros projet culturel sur la ville qui a été entièrement financé par du mécénat privé sur le territoire. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas complètement normal, mais aussi c'est bien qu'il contribue à la vie locale. C'est pas normal parce que ça nous quelque part ça nous force à aller faire ce pas-là et qu'on le faisait pas au préalable et qu'on change nos habitudes. Mais après, je trouve pas non plus complètement déconnant qu'il contribue au rayonnement communal, puisque quelque part ils en vivent. Donc c'est une forme de participation aussi. Très bien. À ce moment du débat, il y avait une demande d'intervention. Allez-y. Oui, Francis Gaboulot, je suis conseiller municipal à Argenteuil, une ville de droite. Et pour autant, ça a été la ville de Gabriel Péry. Donc voilà, je vous plante un peu le décor. Je pense que la question qu'on a du mal à aborder, c'est la démocratie participative. Elle est essentielle sur des secteurs, quel que soit le secteur, jeunesse, santé, sport, etc. Mais il y en a un que je vois particulièrement où les futurs candidats devront vraiment s'engager, en tout cas ça me semble nécessaire, c'est sur les enquêtes publiques, quoi, je veux dire. Ces futurs conseillers municipaux en 2026, ils vont avoir à voter des PLU. Et les PLU, c'est l'avenir de la ville à travers l'urbanisme, les espaces verts et de vivre dans la ville. Et je pense que cette question-là, il faut vraiment la pointer avec des engagements fermes. Parce que s'il n'y a pas un battage, s'il n'y a pas un état d'esprit pour faire participer les habitants dans les enquêtes publiques, on n'a pas l'avis de la population. Alors que c'est un engagement de ville, quoi, je veux dire. Et cette question-là, elle devrait apparaître dans les programmes. Voilà, la démocratie participative, il faut aller au-devant. Et je dirais presque un service public de la démocratie participative ne serait pas une idiotie, quoi, je veux dire. Parce qu'il faut l'impulser, il faut l'entretenir. Il faut donner, je dirais, la possibilité aux habitants de s'investir et de les engager à participer à une enquête publique. C'est important pour soit rejeter ou soit valoriser le projet qui est proposé. Ça, voilà. Moi, je pense que c'est un élément essentiel à mettre dans les programmes et dans les engagements des futurs maires. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Alors, Anne Vigneault voulait réagir sur cette question de l'implication des habitants et de la démocratie participative. Alors déjà, c'est des choses qu'on met en place et de façon extrêmement forte, avec des formes encore une fois différentes, parce que pour aller impliquer les habitants
sur des dossiers aussi complexes, parce qu'un PLU, c'est extrêmement technique. Donc, si vous voulez tuer tout le monde, vous dites venez à la réunion PLU, vous allez voir qu'à part parler de la parcelle du voisin, etc., c'est à peu près ça qui pourrait arriver. Donc, on a travaillé de façon très diverse pour essayer d'aborder la question de qu'est-ce que vous aimeriez porter sur votre territoire en matière de nouveautés urbanistiques, c'est-à-dire les espaces publics, vous les voyez transformés, les modes de déplacement, vous les transformer, à quel endroit vous considérez que les commerces devraient être, etc. Donc on y va plutôt par grandes thématiques et ensuite montrer que c'est un schéma global, enfin avant et après le schéma global. Donc ça, c'est un travail qui est fait. Mais moi, par exemple, sur Besançon, on a ouvert de très gros projets urbains portés publiquement, pas forcément des actions privées. Et donc, ce qu'on en a fait, c'est qu'on a mis en place justement des temps collectifs pour ceux qui ou habitent autour ou ceux qui aimeraient habiter dedans. Parce que souvent, c'est ceux qui habiteront jamais dedans qui viennent en parler. Et pour ce faire, on les a consultés en leur disant, si demain on construit des nouveaux logements, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des logements? Comment vous voulez habiter? Et là, on est arrivé sur des demandes de la population qui étaient intéressantes parce que c'était inverser le rapport entre l'habitant qui peut-être se projette dans l'achat ou une location et le promoteur. Parce qu'en d'habitude, le promoteur, il vient avec quelque chose de tout fait. Donc l'idée, c'est de dire, est-ce que finalement ce truc tout fait là, il correspond bien à l'attente? Et on a vu un certain nombre de paramètres se transformer au regard de l'attente des habitants. Donc voilà, je pense que c'est des choses qui se font déjà, qu'il faut continuer, mais encore une fois, ça demande énormément de pédagogie et il faut que l'ensemble des services, il faut que les élus d'abord y croient. Il faut aussi que les services, du coup, soient embarqués en se disant que ça ne va pas complexifier, mais ça va faciliter les choses. Et troisièmement, il faut aussi apprendre aux promoteurs que c'est ça aussi. Je vais prendre l'exemple de la forêt. La première fois que moi j'ai dit le plan de gestion de la forêt pour 20 ans, je ne le ferai pas toute seule, je le ferai avec tous les habitants, les chasseurs, les biologistes, etc. L'ONF m'a dit non mais attendez, c'est nous qui connaissons notre métier. Ça a été il y a quelques années. Et en fait, on a fait un travail collectif et c'était complètement nouveau. Donc je pense que cette culture du partage et de l'échange, elle est fondamentale pour créer de la confiance, parce que je crois que l'objectif qu'on doit avoir dans notre programme, c'est comment reconstituer la confiance avec nos habitants. Voilà, juste une précision, il y a 2000 hectares de forêt communale à Besançon, ce qui est une particularité, mais aussi ça vient interpeller la question du service public. Vincent Bouget, vous êtes engagé dans une démarche de rassemblement à Nîmes dans laquelle vous avez mis au cœur la question de la participation des habitants. Donc là, on n'est pas en gestion, on est en opposition, mais comment on mobilise des habitants pour construire un projet municipal en perspective des prochaines échéances? Bon, d'abord, on est parti d'un constat, c'était celui qu'on fait tous, d'une rupture assez forte entre la sphère politique et puis l'ensemble des habitants. Et je ne suis pas sûr que ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée soit de nature à retisser des liens. Et donc, on s'est dit, si on veut demain engager des transformations, et Nîmes, on arrive en fin de cycle, hein, c'est un maire qui vient de faire son 4e mandat, on a dit il faut qu'on remobilise tout le monde. Pour les remobiliser, on s'est dit on va commencer par se taire. Donc on leur a dit maintenant c'est à vous de prendre la parole. Et on leur a dit qu'est-ce que ça vous dit quand on vous dit Nîmes, et on leur a permis de s'exprimer sur leurs attentes, leurs espoirs. On a fait un petit film avec une centaine d'interviews qu'on a ramené à une dizaine de minutes. Et puis on a fait avec ce film une trentaine de débats dans la ville. Donc c'est les habitants qui parlaient aux habitants. Et nous, on passait les micros et ça faisait du bien. D'abord, ça nous a fait du bien en tant que militants d'arrêter de parler. Parce que des fois, on vient prêcher la bonne parole et puis on se rend compte qu'on est complètement à côté. Et puis en même temps, on a entendu des choses très positives. Et je crois que les gens, ils sont très contents de pouvoir avoir ces espaces d'expression. On a vu donc 100 interviews, 2000 personnes. On a fait une restitution de ces débats avec 700 personnes dans une même salle. On a dégagé les thèmes principaux qui étaient les thèmes de préoccupation. On a dit, écoutez, voilà les thèmes. Tout le monde n'est pas d'accord sur ces thèmes-là. Maintenant, on va choisir ensemble. Et au final, on a réinvesti, on a remis la population qui est
En plus, à Nîmes, c'est un pouvoir très autoritaire, très vertical. C'est très loin de vos expériences à vous, donc que j'entends avec plaisir. Et donc, on a permis aux gens de se réemparer de ça. Et donc, le collectif s'est enrichi. Il entend la même chose. On a ouvert largement. L'immense majorité des forces de gauche soutiennent cette démarche. Et puis, maintenant, on va travailler le projet, le programme, le récit de Nîmes pour les 20-30 ans qui viennent, en partant et avec les habitants. Et c'est très positif. Franchement, on est porté de façon importante là-dessus. On verra bien où ça nous mène. Hein. Ça ne dit pas qu'on va gagner, mais en tout cas, on le fait avec plaisir. Au moins, la démarche est lancée. Une question que je voulais qu'on aborde, c'est que ce qui caractérise le service public, c'est que son accès n'est pas déterminé par un prix, mais par un tarif, c'est-à-dire un choix politique du coût que les familles vont avoir à mettre sur la table pour accéder à ce service. Comment vous travaillez cette question de la tarification, peut-être de la gratuité aussi, ou de la gratuité partielle? Certains ont fait les premiers mètres cubes d'eau, d'autres font des gratuités de transport ciblées, ou sur des journées ou sur des publics. Comment vous travaillez ces questions de tarifs et de gratuité à Échirolles, à Amandine Demort? Mais c'est une bataille sur certains sujets parce que on fait partie d'une agglomération, la métropole de Grenoble, qui porte un certain nombre de compétences. Donc c'est un sujet qu'on porte par exemple sur la question des transports et un point on va dire de discussion, de débat, y compris à gauche là-dessus et de désaccord sur les gratuités. On a réussi quand même à avancer sur les gratuités sur les jours de pollution sur l'agglomération, mais pour nous c'est largement insuffisant parce qu'on a des enjeux forts pour nos populations de déplacement et forts aussi d'enjeux climatiques sur cette cuvette grenobloise qui est 2 fois plus impactée par le réchauffement climatique que d'autres territoires. Voilà, l'accélération va beaucoup plus vite dans ce bassin, dans cette cuvette. Après, au niveau communal, sur nos compétences propres, oui, on a des gratuités d'accès aux bibliothèques. Et un autre sujet que j'ai envie de partager sur la restauration scolaire, où on a envie encore de travailler à réduire le prix de cette restauration scolaire. Et pour ça, on a un projet de mutualisation avec notre grosse ville voisine qu'est Grenoble, pour porter de façon conjointe la cuisine centrale, très clairement, pour qu'on ait l'effet volume qui nous permet de travailler à plus de bio, plus de qualité et à réduire la tarification pour les familles, parce qu'on sait que c'est un enjeu aujourd'hui pour nos enfants d'avoir un repas, et pour les familles d'avoir un repas accessible et de qualité une fois par jour. Comment vous travaillez cette question, Anne Vigneault? Chez vous, gratuité, pas gratuité? Alors, il y a de la gratuité, bien sûr, depuis très longtemps sur tout ce qui est médiathèque, bibliothèque, etc. Je vais venir sur peut-être la dernière qui a été mise en place, c'est celle du transport en commun, pas tout le transport en commun. Ça a été un long débat au niveau du Grand Besançon. Bien sûr, la gratuité, déjà, elle est complète pour tout le monde le samedi. On a considéré que c'était un accompagnement pour les groupes, les familles, mais aussi les centres-villes, mais aussi pour les enfants de moins de 14 ans. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que pour le pouvoir d'achat des familles, c'est quelque chose de très fort. L'été, par exemple, on a une prise en charge de tout ce qui est animation, etc., pour ceux qui ne partiraient pas en vacances, qui s'appelle Vita l'été. Je rencontrais une grand-mère qui me disait que finalement, elle prenait en charge pendant que ses enfants travaillaient, elle prenait 3 par 3 ses petits-enfants. Et quand elle les déplaçait, c'était 18 € par jour pendant les vacances. Et là, ça lui a permis cette économie-là. Donc, on voit que ce choix-là, il permet non seulement à des familles d'aller là où peut-être elles n'iraient pas, mais aussi de faire vraiment un pas en matière de pouvoir d'achat. Donc, c'est tout ce travail qui est fait. Alors, sur tout ce qui est cantine scolaire, là, on a été confronté à quelque chose de nouveau, une réorganisation, puisqu'aujourd'hui, on était à 50% il y a quelques années des familles qui souhaitaient aller sur ce service. Aujourd'hui, on est à plus de 90%, ce qui fait qu'il a fallu beaucoup bouleverser le service, mais on a réussi à baisser aussi le coût du repas pour les familles.
Vincent Bouget, est-ce que la gratuité, c'est quelque chose qui ressort dans les préoccupations des Nîmois, et est-ce que on en a les moyens? Est-ce que c'est un outil politique dont on a les moyens aujourd'hui, la gratuité du service public? Bon, c'est une vraie question. Alors à Nîmes, nous, à chaque fois qu'on est élu d'opposition, on objecte par exemple que ce serait normal que les étudiants ne payent pas l'accès à la bibliothèque municipale. On est traité de dangereux idéalistes. Bon, ils ont fini par y venir quand même, se disant quand même que ce serait normal que les étudiants accèdent gratuitement à la bibliothèque. Mais donc, pour la droite, là, pour le coup, c'est vraiment un clivage idéologique là très fort. Hein. Sur la question de la gratuité, je crois que c'est pour eux quelque chose de... C'est un tabou. En même temps, quand on dit gratuité de certains services et qui font débat, on ne se pose pas la question de la gratuité de l'éclairage public quand on se promène la nuit, ni des voiries, elles sont accessibles à tous, etc. Donc des fois, il faut décentrer un peu le débat. C'est la question des mobilités, évidemment, est un enjeu central. On a l'exemple montpelliérain à côté de nous qui est passé à la gratuité intégrale pour les habitants de la métropole et qui fonctionne bien. On a l'exemple de la région, j'ai vu passer Jean-Luc Gibelin tout à l'heure, qui est le vice-président à la région Transport Occitanie, et qui a créé une gratuité par l'usage, c'est-à-dire plus on voyage, moins c'est cher, donc ça pousse, et ça a mis beaucoup plus de monde dans les trains. Donc ces questions de gratuité sont évidemment des enjeux, parce que c'est du pouvoir d'achat, c'est aussi une alternative qui est travaillée pour la voiture. Hein. Mais évidemment, on revient à ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire les difficultés financières des collectivités, et de voir comment on avance. Nîmes est beaucoup plus pauvre que Montpellier. Donc pour la gratuité des transports, on ne pourra pas faire sans doute de la même façon, mais on peut y aller petit à petit. Le samedi, c'est une bonne idée, ça peut être en soirée, ça peut être pour un certain type de public. À Nîmes, ça a été les plus de 70 ans qui ont eu la gratuité, mais pas les enfants. C'est aussi un programme, c'est aussi un projet Peut-être politique. Peut-être que les enfants ne votent pas. Ah mais c'est bizarre, j'avais pas pensé, merci de le souligner. Voilà, donc voilà, il y a des choses comme ça à travailler, et au final c'est reconnaître des droits. Quand c'est un droit, eh ben, on doit pouvoir avoir accès à ça. Mais est-ce que c'est toujours la seule condition? Je pense à la gratuité des bibliothèques et cette expérience menée par Est Ensemble, avec une gratuité qui était déjà accordée, et le fait d'adresser à chaque enfant entrant en CP sa carte de bibliothèque et d'inviter la famille à venir formaliser l'inscription dans un moment d'accueil, ce qui veut dire une formation du service public. Et ils ont vraiment explosé les compteurs en termes de fréquentation, parce que tout simplement la gratuité était déjà acquise, mais qu'il fallait encore travailler cet accès. Ça peut être le cas aussi sur la restauration municipale. Voilà. Est-ce que vous faites ce constat à Échirolles, que c'est un levier, mais que ça n'est pas le seul à actionner, qu'en tout cas il nécessite parfois communication, explication, accompagnement? Ça a été une très belle expérience. J'ai suivi ça, cette remise de cartes, et l'effet que ça a eu derrière. Et moi, ça me renvoie à la question du recours au droit, simplement parce que je pense que beaucoup de familles méconnaissaient la gratuité d'accès aux bibliothèques, et qu'on a des choses assez simples à inventer et à mettre en place pour travailler la question du recours au droit. Et j'en profite pour saluer le maire de Grigny, qui mène un énorme travail sur sa commune sur la question de l'accès au droit. J'avais eu la chance d'être accueillie une journée dans sa commune, où il m'avait fait part de tout ce qu'il mettait en œuvre. Et c'est là-dessus où ce que je disais tout à l'heure, c'est important, très important, de s'inspirer les uns des autres sur ces points de service public aussi importants. Et du coup, vous avez engagé une politique sur le non-recours aux droits sociaux à Échirolles? Oui, bien évidemment. On n'est pas encore au niveau de Grigny, mais c'est un sujet que je souhaite travailler dans les prochaines années. Mais bien évidemment qu'on accompagne très fortement les familles sur la question du recours au droit. Pour terminer ce débat, puisque la fin du temps qui nous était imparti approche, comment vous pensez mener la question de la bataille du service public dans le cadre de la préparation des prochaines échéances, les échéances municipales? Mais Philippe Rio le soulignait hier, après les municipales, 2 ans plus tard, on aura les départementales.
qui ont aussi un enjeu fort de service public. Comment vous pensez utiliser cette question de l'innovation, du recours aux droits sociaux, etc., et du service public dans la préparation des prochaines échéances? Anne Vigneault? Alors, moi, je crois que j'ai apporté une partie de la réponse parce que je crois que les services publics, il faut qu'ils soient bien compris, il faut qu'ils soient bien connus, il faut vraiment qu'ils soient bien accessibles. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'on ait tous les lieux et toutes les formes de discussion qu'ils puissent avoir sur chacun des droits, finalement, déjà, en premier. Parce qu'avant d'en inventer d'autres, j'aurais presque tendance à dire, ça serait tellement bien si tout le monde déjà pouvait y accéder et faire appel à leurs propres droits. Donc ça, c'est, je crois beaucoup à cette évolution qui est de l'implication des habitants. Pour moi, c'est un des premiers leviers. Il y en a d'autres, évidemment, mais il est important. Vincent Bouget? Oui, on a un peu déjà effectivement répondu là-dessus, mais je crois qu'il faut partir des populations et de leurs besoins et de leur montrer aussi comment tout fonctionne, la complexité. Je suis d'accord avec les propos qui ont été... Quand on apporte de la complexité, quand on fait confiance à l'intelligence de tous, globalement, ça marche. On n'a pas de levée de bouclier et ceux qui pourraient être ceux qui traînent les pieds, finalement, ou qui crient le plus fort, finalement, ils sont remis dans un cadre collectif commun d'intelligence et plutôt de bienveillance. En tout cas, nous, c'est le constat qu'on a pu faire. Et je pense que c'est en posant tout ça sur la table et en créant un nouveau pacte avec les habitants, pour se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait demain de notre ville et comment on organise ça. Je pense qu'on sera encore plus écouté si des fois, on peut avoir une image, qui est une image fausse d'ailleurs, des services publics, mais un peu ancienne, un peu rétrograde. Si on montre qu'il y a des façons très dynamiques d'apporter un service public à tous et qu'on est capable d'innover, d'inventer des façons de faire, je crois qu'on n'a pas à avoir peur de ça. Amandine Demore, oui. De revaloriser ces métiers, de mettre en avant nos agents et agentes du service public auprès des habitants aussi, c'est extrêmement important. Moi, je leur rappelle souvent que, parce que les maires entendent tous les papiers dans les rues, la question de la propreté, etc. C'est des agents et agentes qui, chaque matin, ramassent tout. Et c'est important de les mettre en lumière pour travailler aussi sur la question du vivre ensemble. Et plus largement pour les prochaines échéances, je crois qu'aujourd'hui, les projets municipaux, ils se construisent aussi avec les citoyens et citoyennes. Et que la composante citoyenne qui accompagne les équipes municipales, c'est devenu un sujet qui est incontournable et qui est une très bonne chose. En tout cas, nous, on l'a vécu sur ce mandat. Ça a été un apport assez fort d'avoir des citoyens et citoyennes qui s'engagent à nos côtés. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu, oui, je le disais, incontournable. Merci. Je vous propose que ce soit le mot de la fin. Je voudrais simplement ajouter un peu d'autopromo, c'est-à-dire que l'endroit, le lieu où vous pouvez croiser vos expériences de services publics innovants, c'est ici, à la COP des élus. C'est aussi sur le site de la coopérative des élus où on s'efforce de relayer vos innovations, vos propositions, vos combats aussi, puisque forcément dans la dimension d'élu, on a cette question. Et puis de rappeler aussi que c'est le rôle de la revue L'Inspiration politique, donc je suis rédacteur en chef et qui est aussi un partenaire de vos actions, que de valoriser ces innovations que vous pouvez produire sur les territoires et effectivement de les mettre en échange, en circulation, parce que les bonnes idées, ça se partage. Voilà, merci à vous, Vincent Bouget, Amandine Demore et Anne Vigneault pour votre participation.